Bonjour à tous, donc Grégory Temprement, président de l'URPS pharmacien. Merci à tous de vous connecter sur ce webinaire qui est proposé par l'Inter-URPS sur l'INS. Alors, dans le cadre de votre activité, vous êtes amené à échanger entre professionnels de santé d'un patient en transférant des documents à travers votre messagerie sécurisée, en déposant des codes DMP, etc. Et dans ces différents cas de figure, vous devez vérifier l'identité de votre patient pour enregistrer les documents dans son dossier et votre logiciel demande de qualifier ce qu'on appelle l'INS, l'identité nationale de santé. Alors, qu'est-ce que l'INS? Pourquoi vous devez le qualifier? Comment l'INS va faciliter l'enregistrement des examens médicaux dans le dossier de mon patient et faciliter les échanges entre professionnels de santé? En quoi l'INS peut éviter les erreurs d'identité et les risques associés? C'est autant de questions dont on va essayer de répondre ensemble dans ce webinaire organisé donc par l'Inter-URPS avec la participation de l'assurance maladie, le grade INEA et le soutien de l'ARS. Donc, j'en profite pour remercier les personnes qui sont ici, qui vont intervenir. Mme Meyer, qui est de l'URPS pédicure podologue, Mme Meffray de l'URPS orthophoniste, Dr Demory de l'URPS médecin, Monsieur Jalut de l'URPS kiné, Madame Pincé de l'URPS IDE, Madame Lecourt de l'URPS sage-femme, Monsieur Balbi de l'URPS chirurgien dentiste. Ensuite, l'assurance maladie, Madame Sonia Quignon et Monsieur Olivier Josefovitch, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, et de grade, Alix Michaud et Zoé Boudry. Et merci aussi à notre animatrice Stéphanie Cuissette de l'URPS médecin, à qui je laisse la parole pour présenter l'ordre du jour. Merci, Monsieur Temprement. Donc, au niveau de l'ordre du jour, alors, on vous propose ce soir de vous présenter comment éviter les erreurs d'identité et les risques associés, comment intégrer l'INS dans ma pratique, vous présenter un cas d'usage d'échange entre professionnels de santé et notamment avec la qualification d'INS, comment informer vos patients sur l'enjeu de l'INS et vous mettre à disposition des documents ressources. Pour voir si effectivement vous avez bien vu le module chat, en fait, ce module vous permet en fait d'interagir avec nous pendant toute la soirée, de nous poser toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à nous dire bonjour au travers de ce petit module. Pour information, ce webinaire est enregistré. Vous recevrez du coup à la fin de ce webinaire un petit lien pour le revoir en replay. Alix, c'est à toi. Oui, donc pour commencer, on vous propose la première partie, comment éviter les erreurs d'identité et les risques associés. Donc, Madame Mayer, c'est à vous. Alors, selon vous, quels sont les risques? Réaliser une erreur de diagnostic ou de traitement ou de traitement, absence ou redondance d'examen complémentaires, perte de temps et de chance, doublon. J'ai un petit souci. Doublon de dossier patient ou aucun risque. Vous avez quelques secondes pour répondre. Merci. Donc là, vous avez normalement la petite fenêtre qui est apparue à l'écran et ça vous permet de soumettre votre vote. C'est à vous. Donc, on va vous donner les tendances. Donc, vous êtes 31% pour le moment à nous dire qu'il peut y avoir des doublons de dossiers, 26% avec l'absence ou redondance d'examens complémentaires, 21% avec la perte de temps et de chance, 19% réaliser une erreur de diagnostic et 3% à nous dire aucun risque. Madame Mayer, quelles étaient du coup les bonnes réponses? Alors, tous, ce sont des risques, c'est-à-dire réaliser une erreur de diagnostic ou de traitement, l'absence ou redondance d'examen complémentaires, la perte de temps et de chance et le doublon de dossier patient. Madame Pincé, pouvez-vous nous indiquer concrètement quels sont les risques?
Bonsoir tout le monde, oui bien sûr. Donc en fait pour illustrer le propos, on va prendre un cas d'usage très courant qui est le prélèvement et la détermination d'un groupe sanguin hein, dans l'exercice courant infirmier. C'est-à-dire qu'on connaît tous les règles de bonne pratique. Quand on arrive au domicile, il faut vérifier la concordance de l'identité de nos patients entre la prescription et le patient, hein, étiqueter nos tubes avec le nom marital, le nom de jeune fille, la date de naissance, rapporter sur le bon le lieu de naissance, l'adresse pour que vraiment la fiche soit complète et avoir vérifié l'identité de la personne avec un document à haute confiance pour pouvoir être sûr de notre chaîne d'information. Donc une fois qu'on a réellement vérifié et qu'on a fait notre prélèvement, on peut l'acheminer au labo et le laboratoire, avec notre bon et toutes les informations qu'on aura mis dedans, pourra qualifier l'identité du patient avec en effet toutes les informations qu'on aura recueillies. Voilà, donc les principaux risques hein, de ne pas avoir vérifié cette chaîne d'information et de ne pas avoir qualifié l'identité du patient. Je pense qu'on va le voir sur la slide suivante, s'il me semble. Hop. C'est que, en effet, si on ne qualifie pas l'INS correctement, le prélèvement ne peut pas être enregistré au niveau du laboratoire, puisque le laboratoire ne pourra pas garantir que l'identité est la bonne. Et à ce moment-là, le prélèvement qui ne sera pas enregistré devra être recommencé. Donc finalement, pour le patient, on a une perte de temps, une perte de chance. Hein, si l'examen était important, ça peut décaler une intervention, on peut imaginer vraiment des conséquences importantes pour le patient. Et donc, c'est pareil, si au moment du prélèvement, vous constatez qu'il y a une discordance entre l'identité du patient et puis le document que vous avez, c'est important de dire au patient qu'il faut résoudre ce problème, soit réintituler l'ordonnance s'il y avait une erreur sur l'ordonnance, soit voir ce qui se passe sur les documents d'identité fournis, parce que si on n'arrive pas à qualifier et à faire la concordance entre tous les documents, on le verra après, on ne peut pas déverser les informations et les résultats sur le DMP de la personne et ça freine son parcours de soins. Alors, autre exemple dont la non-qualification de l'INS peut engendrer la redondance d'examen ou perte de chance. Donc, dans ce cas d'usage, on vous présente le cas d'homonymie entre deux patients, donc Monsieur Dupont et Monsieur Dupont, et l'erreur peut être d'enregistrer le compte-rendu de biologie dans le mauvais dossier patient. Donc, le professionnel va perdre du temps pour trouver le compte-rendu et s'il ne retrouve pas le document, il va devoir redemander au patient de réaliser l'examen. Donc, la qualification de l'INS permet de fiabiliser les données reçues et de les enregistrer dans le bon dossier du patient. Concrètement, d'autres exemples, c'est l'inversion d'identité. Par exemple, le nom de famille qui est un prénom. Voilà, donc Monsieur Albert, dont le prénom est Jean, et Monsieur Jean, dont le prénom serait Albert, par exemple. Nous avons aussi les noms à particules, les prénoms Van quelque chose ou elle quelque chose, si la particule est attachée ou s'il y a un espace entre la particule et le nom. Alors, pourquoi qualifier l'INS dans votre pratique? Pourquoi on vous demande de le faire ou pourquoi est-ce que vous allez être amené à le faire selon votre profession? En fait, l'INS permet de partager, d'échanger, donc comme vous l'avez vu, les données de santé entre professionnels de santé et d'être sûr d'échanger du bon patient. En effet, l'INS est une identité qui est unique et qui est pérenne.
Comme vous pouvez le constater là sur l'exemple qui apparaît à l'écran, vous voyez une femme qui a probablement un nom de jeune femme et un nom de femme mariée, et son identité n'est pas enregistrée chez tous les professionnels de la même façon. Donc, l'INS permet d'améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge et sécurise l'identification, à savoir que l'usage de l'INS est obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Alors, dans quel cas récupérer l'INS? Petit quiz. Lors de la prise de rendez-vous, lors de la création du dossier pour un nouveau patient, lorsqu'un patient connu se présente pour la première fois depuis la mise en conformité Ségur de votre logiciel, après le rendez-vous, en simultané pour l'ensemble des patients ou lors de la fusion de 2 dossiers. Vous pouvez répondre aux questions, s'il vous plaît. Donc, comme tout à l'heure, le petit encadré est apparu et vous avez la possibilité d'y répondre. On vous laisse quelques secondes. Alors, on va vous donner les tendances. Donc, vous êtes 33% à dire lors de la création du dossier pour un nouveau patient, 31% lorsqu'un patient connu se présente pour la première fois depuis la mise en conformité de son logiciel métier dans le cadre du Ségur, lors de la fusion de 2 dossiers, alors après 8% lors de la prise de rendez-vous, 8% en simultané pour l'ensemble des patients et 2% après le rendez-vous. Madame Mayer, quelles étaient les bonnes réponses? Alors, les bonnes réponses, ce sont en rendez-vous lors de la création du dossier pour un nouveau patient, lorsqu'un patient connu se présente pour la première fois depuis la mise en conformité Ségur de votre logiciel et lors de la fusion de 2 dossiers. Et là, je me permets de préciser que là, quand on parle de récupérer l'INS, c'est bien l'action de la qualification de l'identité. Parce qu'on le verra plus tard, une identité peut avoir plusieurs statuts et on retrouve le statut récupéré. Mais donc là, dans ces cas-là, c'est bien la qualification de l'identité. Monsieur Temprement, quelle utilité dans votre pratique de qualifier l'INS? Alors, quelle est l'utilité donc de qualifier en fait l'INS dans notre pratique? Donc chaque professionnel de santé consulté doit qualifier l'INS. L'INS permet de maintenir la qualité de notre base patient et éviter en fait les doublons, de faciliter les échanges et le partage des données de santé entre vous et vos interlocuteurs, notamment par les messageries sécurisées de santé, alimenter et consulter facilement le DMP du patient, gagner du temps en rattachant plus facilement un document reçu ou scanné au bon dossier du patient existant et échanger avec les patients de manière sécurisée via mon espace de santé. Alors, des exemples d'échanges. Alors, dans les exemples d'échange, on voyait ici, bon, c'est peut-être pas très lisible, mais on peut partager en fait entre professionnels de santé en fait des prescriptions, des synthèses médicales. Le pharmacien peut partager les médicaments en fait qu'il a livrés, les établissements de santé, des documents en fait de sortie, les centres d'imagerie en fait des comptes rendus en fait d'imagerie, des comptes rendus de biologie aussi, des lettres de liaison avec d'autres professionnels de santé médicaux ou paramédicaux. Donc, vous voyez, le champ est assez vaste des documents qui peuvent être partagés et qui nécessitent de bien qualifier pour que le document arrive dans le dossier du bon patient. Monsieur Baldi, quels sont les cas de l'INS? Alors, les professionnels qui sont habilités à utiliser l'INS sont les acteurs de la santé et du médico-social qui sont impliqués dans la prise en charge de l'usager. Alors, il faut savoir, et ça c'est important, c'est qu'en cas de doute sur l'identité, l'INS ne doit pas être utilisé. Et il faut également remarquer que tous les usagers ne disposent pas d'INS. Par exemple, les étrangers qui sont non immatriculés en France, eux, n'en ont pas.
Merci beaucoup, Monsieur Balbi. Donc là, on a fini avec la première partie. Alix, est-ce que nous avons des questions au travers du chat? Alors oui, effectivement, donc on a quelqu'un qui nous demande où on peut trouver du coup l'INS. Donc Zoé a commencé à y répondre. Zoé, est-ce que tu veux bien y répondre oralement, s'il te plaît? Oui, pas de souci. Alors de ce fait, en fait, dans votre logiciel, il va y avoir normalement une mise à jour de la part de votre éditeur pour que votre logiciel soit conforme au Ségur. Et donc, ce sera juste un petit bouton qui sera probablement appelé appel au téléservice ou appel INSI. Et en gros, en cliquant dessus, vous aurez un retour avec les traits d'identité du patient. Autre question, Alix? Et oui, il faut quand même préciser que pour obtenir l'INS du patient, il ne suffit pas d'avoir il faut son numéro de sécurité sociale, il faut surtout sa date de naissance et son lieu de naissance avec le code qui n'est pas le code postal, mais le code INSEE de la ville de naissance. Je vais prendre l'exemple. Armentières, le code postal, c'est 59280. L'INSEE, c'est 59017. Donc, c'est extrêmement important. Et ce 59017 est inscrit sur la carte vitale ou sur le numéro de sécu des patients. Alors, on a d'autres questions, mais on y répondra en fait au cours du webinaire. Donc, si on n'y répond pas, on reviendra sur vos questions. Tout à fait. Donc, on poursuit. Donc, partie 2, concrètement, comment intégrer l'INS dans votre pratique? Monsieur Jalus, c'est à vous. Oui, les professionnels de santé, notamment les médecins de ville, les laboratoires, les radiologues, les pharmaciens et les établissements sanitaires, ont dû mettre en conformité leur logiciel métier. Cette mise en conformité permet de qualifier l'INS en renforçant l'ensemble des champs obligatoires pour créer une identité et de faire appel au service INSI et de qualifier l'INS. À noter que pour les autres professionnels de santé, cette mise en conformité sera courant 2024, mais pour l'instant, nous n'avons aucune date communiquée à ce jour. Docteur Demory, on va vous laisser du coup illustrer la présentation de la qualification de l'INS au travers d'un logiciel métier. Hop. C'est à vous. On ne vous entend pas, votre micro est coupé. Donc, effectivement, vous allez remplir dans le logiciel métier les coordonnées du patient, son nom, son prénom, sa date de naissance et le lieu de résidence si vous l'avez avec son code INSEE du lieu de résidence. Alors ensuite, pièce justificative. Alors ça, c'est pas pour tous les logiciels parce que pour les médecins, la connaissance, ou pour un professionnel de santé, la connaissance du patient, on peut certifier l'INS uniquement par la connaissance du patient. Une fois que l'ensemble des éléments est rempli, vous avez une petite case alors, sur ce logiciel qui vous permet, donc on va y arriver, rechercher l'INS et on télécharge l'INS. Une fois que celui-ci est obtenu, on le qualifie avec le petit bouton qui est en bas à droite et on le qualifie en haut et c'est fait. Donc c'est une procédure très simple, quotidienne. On peut vous amener à redemander, même si vous l'avez déjà demandé une fois, on peut vous demander de renouveler l'INS s'il y a eu des petites modifications, mais, ou alors si le logiciel a été mis à jour, mais c'est rare. Ouais. Merci beaucoup. Du coup, on va partir sur les champs obligatoires. Zoé, on te laisse présenter les champs obligatoires. Alors effectivement, Monsieur de Moril m'a devancé tout à l'heure, mais effectivement, donc il y a un certain nombre de traits d'identité, comme on les appelle, qui sont obligatoires afin de pouvoir, à un moment donné, faire l'appel au téléservice. Et donc il s'agit du nom de naissance, de la liste des prénoms de naissance, en tout cas à minima le premier, de la date de naissance, du sexe, et comme l'a aussi bien expliqué Monsieur de Moril, on parle du code INSEE du lieu de naissance qui est à récupérer, qu'on peut trouver de toute façon sur le document d'identité qui est présenté. En tout cas, le code postal, on le trouvera, mais le logiciel est en capacité de faire automatiquement la recherche
comme il a été montré sur la vidéo, pour récupérer le code INSEE. Et ensuite, donc, on parle du matricule INS qu'on récupère en plus de ces champs, de ce trait d'identité, et donc il est unique à chaque personne. Olivier, est-ce que vous pouvez nous présenter le service INSEE? Oui, tout à fait. Bonsoir. Donc effectivement, le téléservice INSEE, donc c'est bien un téléservice de l'assurance maladie qui est intégré au logiciel métier des professionnels de santé. À ce titre, je fais une précision. En fait, il n'est pas disponible notamment sur le site Amélie Pro que les professionnels de santé utilisent. Donc c'est vraiment bien au travers du logiciel métier. Et en fait, le téléservice INSI va comparer en fait les bases de l'INSEE et celles de l'assurance maladie et va retourner des données justement sur ce qu'on a dit, donc le nom, le prénom, la date de naissance et ainsi de suite. Et ce téléservice, une fois qu'on a récupéré, on va ensuite pouvoir qualifier en fait l'identité avec une pièce d'identité. Notamment, alors par contre, ça c'est très important, le téléservice INSI, on peut y faire appel uniquement que si on est professionnel de santé, donc doté d'une carte CPS ou éventuellement une carte CPE nominative pour pouvoir interroger donc le téléservice et récupérer les données. Madame Meffrey, comment vérifier les traits d'identité et du coup qualifier l'INS? Alors, pour vérifier ces traits d'identité dont on vient de parler, donc pour qualifier l'INS, il est demandé que l'usager puisse présenter un document à haut niveau de confiance. Alors, qu'est-ce que c'est un document à haut niveau de confiance? C'est un passeport qui peut être français ou étranger, de même pour la carte d'identité. Elle peut être française ou étrangère. Une carte de séjour qui peut être provisoire comme elle peut être permanente. Et pour un enfant, on pourra demander le livret de famille ou un acte de naissance et vérifier l'identité d'un des parents. Alors, des documents qui ne sont pas à haut niveau de confiance, c'est la carte vitale et le permis de conduire. Donc, retenez plutôt cela comme n'étant pas des documents à haut niveau de confiance. Ensuite, on a un petit cas pratique pour le cas d'enfants de parents divorcés. Il y a une possibilité de double rattachement auprès de la sécurité sociale. Je vous laisse expliquer ça. Oui, tout à fait. Alors, notamment, donc, mais ça ne se limite pas au cas de parents divorcés, mais ça pourrait être aussi, en fait, dans le cas de parents non divorcés, hein, un enfant peut être rattaché sous le numéro de sécurité sociale du père ou de la mère en tant qu'ayant droit. Mais en fait, ça, ce n'est pas un cas bloquant pour l'appel du téléservice INSI et la récupération des données, comme on l'a dit. En fait, l'INS est bien, en fait, les traits d'identité de l'individu. Merci Olivier. Monsieur Temprement, est-ce que vous pouvez nous présenter la procédure d'exception? Alors c'est vrai que quand il y a eu des remontées de confrères qui disent que c'est parfois gênant et que les patients ne comprennent pas qu'on leur demande une carte d'identité alors qu'on les connaît très bien depuis des années et qu'on les suit depuis longtemps. Donc exceptionnellement, dans le cas où nous, professionnels de santé, on connaît très bien le patient, on ne peut ne pas demander le document à niveau de confiance. Pour cela, on effectue nous-mêmes la qualification en attestant notre engagement en termes de responsabilité. On appelle le téléservice en fait INSI et on vérifie la parfaite concordance avec les traits connus. Bon, généralement, ce que moi je fais dans ma pratique exceptionnellement, généralement, je demande la règle, c'est de demander les documents. Hein. C'est du coup de demander les prénoms, les deuxièmes prénoms et les lieux de naissance, et ça arrive, on a à recroiser les données. Merci, monsieur Temprement. Zoé ou Alix, est-ce que vous pouvez présenter les 4 niveaux de confiance d'identité? Oui, alors, on vous demande un document d'identité pour pouvoir qualifier l'identité du patient que vous prenez en charge. Et donc, dans ce cadre, lorsqu'on n'a pas de document à haut niveau de confiance, on a différents statuts qui permettent de savoir directement s'il manque des documents ou si on peut partager des données de santé. Donc, on a dans un premier niveau l'identité au statut provisoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas récupéré de documents d'identité et qu'on n'a pas appelé le téléservice. Ensuite, on peut, malgré ce statut, faire l'appel au téléservice tout en ayant bien récupéré l'ensemble des traits qui sont obligatoires. Et donc, on aura une identité au statut récupéré. Mais par contre, ce statut ne veut pas dire qu'on pourra partager des données de santé. C'est juste un peu pour mâcher le travail, on va dire.
Et donc, par la suite, lorsqu'on récupère un document d'identité, qu'on contrôle tout, en posant aussi la question au patient, par exemple, on peut avoir une identité au statut validé, et c'est en faisant l'appel au téléservice et NSI et en ayant tout de concordant au niveau des traits retournés du téléservice qu'on aura une identité au statut qualifié, et donc ça nous permettra de partager et d'échanger des données de santé de manière sécurisée. Merci Zoé. Monsieur Demory, vous pouvez nous présenter du coup concrètement comment vous qualifiez l'INS avec votre logiciel métier. On ne vous entend pas, votre micro est coupé. Ouais, dès qu'un patient se présente, mon logiciel m'annonce si l'identifié a déjà été qualifié ou si a été validé. Donc, je me connecte grâce à la CPS ou avec Pro Santé Connect et j'insère la carte vitale du patient dans mon lecteur. Mon logiciel va automatiquement et systématiquement appeler l'INSI. Un message de conformité va se présenter. Je demande à mon patient sa pièce d'identité. Alors, effectivement, je le fais de temps en temps. On a des surprises. Et puis, je compare l'identité de mon patient avec ce qui m'a été retourné. Si les différences sont vraiment minimes, je le qualifie et je le valide. Voilà. Donc, voilà. J'aurais pas besoin de le refaire les fois suivantes. C'est une procédure unique. Merci, Monsieur Demory. Olivier, est-ce que vous pouvez nous présenter les cas pour lesquels il est demandé de ne pas appeler le service INSI pour qualifier l'INS? Oui, tout à fait, parce que là, on a présenté en pratique comment effectivement interroger le service INSI pour récupérer l'identité et éventuellement la qualifier. Alors, il y a des cas où on ne fait pas appel au téléservice INSI justement. Donc, par définition, les personnes qui ne peuvent pas justifier de leur identité ou dont on a un doute sur l'identité. Donc ça, évidemment, on n'interroge pas le téléservice INSI et surtout, on ne qualifie pas l'identité. Et ensuite, il y a toute la partie réglementaire qui concerne en fait les procédures d'anonymat, notamment à titre d'exemple les accouchements ou la contraception. Dans ces cas-là, en fait, votre patient dans le logiciel métier a un statut d'identité provisoire, comme on l'a dit précédemment, et qui est donc l'identité qui est attribuée par défaut lorsqu'on n'a pas fait appel au téléservice INSI. Et du coup, comment réagir face à une discordance entre l'INS et la pièce d'identité? Alors, en fait, comment on réagit? Donc, il y a plusieurs cas déjà qui peuvent se présenter lorsqu'on a une discordance. Alors, bien souvent, et ça sera certainement une discordance sur les prénoms lorsque le premier prénom est indiqué par exemple sur la pièce d'identité, mais le téléservice INSI retourne ou inversement les 2 et 3e prénoms. Il peut y avoir aussi en fait, comme on l'a dit précédemment, des discordances concernant en fait les noms composés. Donc dans ces cas-là, l'assurance maladie vous propose aux professionnels de santé libéraux, hein, lors des visites ou quoi que ce soit, en fait, toute une procédure sous forme de fiche thématique, comment faire dans ces cas-là lorsqu'on a ces discordances, hein. Donc ça peut aller du simple, donc on peut quand même valider l'identité ou alors, justement on demande à ce que l'identité ne soit pas qualifiée selon le cas d'usage. Merci Olivier. Et du coup, comment réagir face à une discordance entre l'INSI et la pièce d'identité, et notamment quelles sont les démarches? Alors, une fois que vous avez fait l'appel au téléservice, il se peut que vous ayez effectivement des discordances, qu'elles soient minimes ou pas. Vous pouvez communiquer à l'usager le trait qui est erroné et qui est discordant afin qu'on puisse déterminer si c'est une erreur sur sa pièce d'identité ou alors une erreur qui revient des bases de l'état civil, donc de l'appel au téléservice. Donc, si c'est une erreur sur la pièce d'identité, forcément, il faut se rapprocher de sa mairie pour pouvoir corriger cette erreur et avoir un nouveau document. Mais si l'erreur vient de l'appel au téléservice, soit ça peut être un problème au niveau du logiciel, puisque parfois il y a un retour
avec des messages d'erreur. Donc là, il faut se rapprocher de son éditeur et faire un ticket si vous fonctionnez de cette façon avec votre éditeur. Si l'usager est né en France, il y a un formulaire en ligne qui est à compléter par l'usager lui-même. Il peut préciser s'il souhaite faire une modification sur son nom, son prénom ou autre. Donc voilà, ça prend à peu près 7 jours pour être effectif. Par contre, si l'usager est né à l'étranger, il faut qu'il se rapproche de la caisse d'assurance, de sa caisse d'assurance maladie locale de là où il est né pour faire les démarches. Et ça prend un peu plus de temps. Merci Zoé. Et du coup, on va arriver sur les solutions de contournement. Si effectivement, quand on fait une demande au service INSEE, il y a 0 identité trouvée ou s'il y a plusieurs identités trouvées. Oui, tout à fait. Donc dans ces cas-là, il existe quelques petites astuces au niveau des logiciels métiers qui peuvent varier selon le logiciel métier. Mais effectivement, par exemple, dans le premier cas, lorsqu'on ne trouve aucune identité, évidemment, le premier réflexe est de vérifier en fait s'il n'y a pas de faute d'orthographe dans les prénoms et dans le nom. Une autre astuce consiste à supprimer le code INSEE du lieu de naissance ou parfois certains logiciels, vous pouvez mettre que des 9. Tout dépend en fait du type de situation et surtout le type de logiciel que vous utilisez. Concernant les noms composés, donc supprimer les tirets ou alors il y a une chose que l'on peut faire si vraiment toutes ces solutions-là, ces astuces-là ne fonctionnent pas, on peut intentionnellement faire une faute d'orthographe, ce qui va permettre en fait de réinterroger le téléservice INSI et refaire une recherche dans les bases de l'INSEE ou de l'assurance maladie. Donc voilà, donc ça, ce sont des petites astuces que l'on peut utiliser dans son logiciel métier lorsqu'il n'y a pas d'identité trouvée. Et lorsqu'il y a plusieurs identités trouvées, par contre, à l'inverse, donc dans ces cas-là, bien renseigner en fait le code INSEE de la commune de naissance. Utiliser aussi les autres prénoms, et c'est bien souvent le cas si le patient a plusieurs prénoms tels qu'ils sont indiqués sur la pièce d'identité, ou encore de la même façon, faire volontairement une faute d'orthographe pour pouvoir réinterroger en fait le téléservice INSI et derrière que les bases de l'INSEE et ou de l'assurance maladie soient aussi elles de nouveau interrogées. Merci Olivier. Madame Mayer, c'est à vous. Alors, petit quiz. Sur cette diapo, vous pouvez observer que les données du patient Nguyen et les informations retournées par l'INSI sont discordantes. C'est-à-dire, Nguyen, il y a une apostrophe dans les données du patient et les informations retournées par l'INSI, il n'y a pas d'apostrophe. Donc, à votre avis, l'INS de ce patient peut-elle être qualifiée? C'est à vous de répondre. On vous laisse quelques secondes. Les réponses sont serrées. On vous laisse encore aller 10 petites secondes et on vous donne la bonne réponse. Donc, les tendances. Vous êtes 59% à dire que oui, l'INS peut être qualifié et 38% à dire que non. Madame Meyer, quelle était la bonne réponse? Eh bien, la bonne réponse est que ce patient ne peut pas être qualifié parce que les tirets et les apostrophes ne sont pas considérés comme une discordance. Donc, il peut être qualifié. Il peut être qualifié, pardon. Il peut être qualifié. Oui, qu'est-ce que je fais? Oui, il peut être qualifié, oui. Ouais, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que non. Il ne peut pas être qualifié. Ouais, vous avez dit que ça ne pouvait pas être qualifié. Si, il peut être qualifié, mais oui. Excusez-moi. Donc, effectivement, quand vous avez un tiret et apostrophe, en fait, ce n'est pas considéré comme une discordance. Ensuite, on va partir sur un deuxième quiz. Alors, ici, il n'y a pas d'espace entre Nguyen et Nguyen. Dans les données du patient Nguyen, il n'y a pas d'espace. Par contre, dans les informations retournées par l'INSI,
il y a un espace entre N et Guyenne. Donc, à votre avis, est-ce que ce patient peut être qualifié? Pareil, on vous laisse du coup quelques secondes pour y répondre. On va vous donner les tendances. Les réponses sont également serrées. Du coup, il y a quand même une réponse qui ressort. Donc là, vous êtes 61% à dire que non, cette INS ne peut pas être qualifiée, et 39% oui. Madame Meyer? Alors, dans ce cas-là, l'INS de ce patient ne peut pas être qualifié, car l'erreur d'espace est considérée comme une discordance. Merci. Autre cas? Dans ce cas-là, l'erreur, il y a une discordance entre les prénoms. Le prénom dans les données du patient, le prénom est Gustave. Par contre, les informations retournées par l'INSI, le prénom est Gustavo. Donc, à votre avis, est-ce que l'INS de ce patient peut être qualifié? Vous avez quelques secondes pour répondre. Ah, là, il y a une réponse qui ressort nettement. On vous laisse encore quelques secondes pour y répondre. Donc là, au niveau des réponses, vous êtes 84% à répondre que non, l'INS ne peut pas être qualifié, et 16% oui. Madame Meyer? Bien évidemment, l'INS de ce patient ne peut pas être qualifié parce qu'il y a une erreur d'orthographe sur le prénom. Parfait. Alors, sur cette diapo, c'est la date de naissance. Il y a une erreur de date de naissance. 2 avril 1944, qui sont les données du patient, et 20 avril 1944, qui sont les données, les infos retournées par l'INSI. Donc, à votre avis, est-ce que dans ce cas, l'INS de ce patient peut-elle être qualifiée? Pareil, là, au niveau des répondants, il y a une possibilité de réponse qui ressort nettement. On vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Vous êtes du coup 94% à répondre que non et 6% oui. Madame Meyer? Non plus, je veux dire, l'INS de ce patient ne peut pas être qualifié étant donné qu'il y a une erreur de date de naissance. Ça semble évident. Merci Madame Mayer. Monsieur Jalut, est-ce que vous pouvez du coup nous résumer par rapport à ces quelques cas pratiques la qualification ou non de l'INS? Alors, quelques cas pratiques. Le nom de naissance, s'il a une apostrophe, une erreur d'apostrophe, peut être qualifié. Par contre, si on a une erreur d'espace, là, l'INS ne peut pas être qualifié. De la même façon, les prénoms doivent être impérativement identiques. S'il y a la moindre erreur d'une inversion du prénom ou une faute d'orthographe dans le prénom, l'INS ne pourra pas être qualifié. De la même façon, pour les dates de naissance doivent être complètement identiques, sinon il ne pourra pas y avoir de qualification de l'INS. Merci Monsieur Jalut. Donc avant de partir sur la partie 3 et notamment la présentation de cas d'usage, Alix, est-ce que nous avons des questions au travers du chat? Alors, tout à fait. Donc on demande si la carte vitale du patient doit être insérée au moment de l'appel au téléservice. Alors, je vais répondre.
La carte vitale est utile pour récupérer en fait les données de celle-ci. Après, comme ça a été dit lors du webinaire, on peut très bien saisir manuellement les informations du patient. Donc en fait, il n'y a pas nécessité d'insérer automatiquement la carte vitale dans le lecteur, mais voilà, c'est beaucoup plus pratique, et beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple de le faire ainsi s'il y a la carte vitale, si on a la carte vitale. Oui, et si je me permets, l'usage est fortement recommandé dans le cas de la procédure d'exception. Est-ce que le patient doit avoir activé son dossier médical partagé pour avoir l'INS? Alors de la même façon, je vais répondre non, hein. Faut bien rappeler qu'aujourd'hui, interroger le téléservice INS, qualifier l'identité qui est retournée par le téléservice, garantit en fait, les échanges de données de santé, notamment, bon, puisqu'on en parle, l'alimentation du dossier médical partagé. Mais aussi autre chose, hein, les échanges via de la messagerie sécurisée, de santé vers une messagerie dite citoyenne de mon espace santé. Néanmoins, même si le DMP, n'est pas créé ou mon espace santé n'a pas été activé par le patient, rien n'empêche, bien sûr de qualifier, l'INS. Voilà, donc vous avez anticipé les questions suivantes sur le refus à mon espace santé. Si il y a nécessité que le patient ait son DMP, donc non. On nous a également demandé donc si un patient français né à l'étranger avait du coup un INS. Donc on a vu tout à l'heure que oui. Comment faire appel au téléservice? Donc, il me semble qu'on a répondu, mais est-ce que quelqu'un veut bien synthétiser peut-être les réponses? Je vais continuer, hein, éventuellement si après Mmh. chacun peut compléter. Alors comment, interroger le téléservice INS, hein, comme on l'a dit donc via le logiciel métier, donc c'est intégré, hein, au logiciel métier, c'est pour ça qu'on appelle INSI, I comme intégré. Et généralement, au niveau des logiciels, ça va se trouver dans la partie administrative ou la partie état civil du logiciel, hein. Tout dépend comment en fait l'ergonomie du logiciel se présente. Mais ça peut être aussi au niveau d'interrogation du téléservice lorsqu'un professionnel de santé va vouloir alimenter le dossier médical partagé, par exemple d'un volet de synthèse médicale ou d'un compte rendu qu'il est en train de rédiger. Et par exemple, si l'INS n'est pas qualifié, à ce moment-là, au moment de vouloir déposer et alimenter un document dans le dossier médical partagé, le logiciel va alerter le professionnel de santé que là, il y a la nécessité donc d'interroger et de qualifier l'INS. Donc ça peut être aussi donc soit en début de consultation via le dossier administratif, soit au moment, par exemple, de la volonté d'alimenter le dossier médical partagé du patient avec une alerte. Merci. Et on nous demande également comment ça se passe quand une personne change de nom du fait d'un mariage ou au contraire d'un divorce. On a le cas également donc dans le cas de changement de sexe ou de changement de prénom. Alors, si vous voulez, je peux répondre, si vous, Mhm. comme vous voulez. En fait, le nom, lorsqu'on se marie, c'est un nom d'usage, donc rien à voir. C'est les traits qui sont obligatoires, ce sont les noms de naissance et les prénoms de naissance. Donc normalement, il figure bien prénom d'usage ou nom d'usage sur la carte d'identité. D'ailleurs, ça a un peu changé le nom, enfin, comment le libellé du prénom ou du nom d'usage aujourd'hui est le prénom ou nom utilisé. Donc ça doit pas poser problème. Et vous pourrez me compléter pour les personnes qui changent de sexe. Mais en gros, pour les personnes qui changent de sexe, il faut qu'ils viennent avec la décision du juge et qu'ils apportent aussi leurs anciennes cartes d'identité s'ils en ont une nouvelle, pour qu'on s'assure que il a été connu d'une façon dans mon logiciel et aujourd'hui, je transforme et modifie ces informations dans le logiciel. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Merci. Comment peut-on avoir plusieurs résultats d'INS alors que le numéro de sécurité sociale est unique? Alors,
Il y a plusieurs sujets par rapport à ça. Donc effectivement, le numéro de sécurité sociale est unique, mais on a le cas justement des enfants, le cas classique, hein, qui sont ayant droit sous l'ouvreur de droit, qui sera le papa ou la maman, ou éventuellement donc le rattachement sur les deux numéros. Donc effectivement, le numéro de sécurité sociale est certes unique, il est attribué dès la naissance, mais il est bien là le sujet justement. C'est en fait l'INS est bien en fait un numéro unique à chaque individu. Donc après, comment il peut y avoir plusieurs résultats d'INS? Et bien justement là, c'est par rapport aux interrogations des bases de l'INSEE et de l'assurance maladie. Et selon le cas, justement, lorsqu'il y a plusieurs identités qui sont éventuellement retournées, bah voilà, les astuces qu'on a précisées précédemment dans le webinaire qui vont permettre en fait de pouvoir qualifier un INS unique du patient. Ok. Alors, et pour finir, bon, ça relève plus là d'échanges plutôt que de questions, mais effectivement, certains professionnels en fait s'interrogent sur le temps que peut prendre finalement cette qualification INS. Alors, je ne sais pas s'il y a des co-animateurs ici qui veulent bien du coup partager un petit peu leur expérience sur le temps que peut prendre la qualification INS. Alors, en tant que médecin généraliste, dans la pratique quotidienne, je l'ai dit, quand il n'y a aucune difficulté, c'est extrêmement rapide. Dans les cas plus complexes, ça prend effectivement du temps de consultation. Ça, il n'y a aucun doute. C'est du temps qui est rajouté aux professionnels de santé. Il n'y a pas de... Quand c'est simple, ça va très vite. Dès que ça devient compliqué, c'est pas facile. Il faut expliquer aux patients, il faut voilà. Et puis il y a aussi la fracture numérique qui fait que on est parfois amené à scanner l'acte de naissance du patient pour le transmettre, etc. Et les aider à faire les démarches. Mais comme au quotidien, à la fin, ça nous fait gagner beaucoup de temps sur la gestion des dossiers patients, globalement, on va s'y retrouver. Mais au moment de l'instruction, sur les cas complexes, effectivement, c'est chronophage. Je ne peux pas dire le contraire. Alors, je vais aussi compléter par rapport à ce qui a été dit. Effectivement, il y a des cas où l'interrogation du téléservice INSI, la récupération des données peut être complexe. Et il faut bien recentrer un tout petit peu les choses. C'est qu'aujourd'hui, si on utilise l'INSI, c'est justement pour les échanges de données de santé. Et donc, l'INS est en ça essentiel. À l'inverse, si l'INS n'existait pas, on pourrait avoir potentiellement des documents qui pourraient être alimentés sur un dossier médical partagé du patient, d'une autre personne qui n'est pas le patient. Et c'est en ça, en fait, l'INS est très, très important. Après, il y a aussi un autre sujet. L'INS ne doit pas contraindre la prise en charge des soins. Ça, c'est une chose acquise. Donc, la prise en charge est essentielle. Et ensuite, voilà, l'INS sert à alimenter notamment le dossier médical partagé, mais pas que, tous les échanges de données de santé. Alors oui, et ça peut prendre du temps, mais par contre, c'est fait une fois. Et généralement, on n'a pas besoin de réinterroger en fait le téléservice INS lorsque l'identité est déjà qualifiée dans le logiciel métier et bien sûr qu'il n'y a pas de changement au niveau de l'état civil, notamment. Mais en cas de difficulté, on peut confier cette mission à la CPAM. Après, oui, parce qu'il y a des cas, effectivement, parfois qui n'aboutissent pas à la qualification de l'INS et notamment les délégués numériques en santé sont là pour faire remonter les difficultés, bien sûr. Je vous remercie. C'est bon pour le chat. Parfait. Donc, on poursuit sur la partie 3. Quelques exemples d'échanges d'informations entre professionnels de santé avec une INS qualifiée. Docteur Demory, on vous laisse présenter le début de ce cas d'usage. Oui, donc effectivement, grâce à cette qualification de l'INS, à la fin de la consultation ou en cours de consultation, on peut aller déposer un document sur le DMP avec l'accord du patient, si le patient nous autorise à y déposer des documents. On peut aussi, quand on récupère les résultats d'analyse, de façon plus rapide, ça va s'intégrer directement dans le dossier du patient. Ça améliore la conformité entre les réceptions des données et leur intégration dans les dossiers patients.
Ça nous permet de retransmettre éventuellement des documents à un patient en étant certain de la qualification de ces documents, parce qu'on peut lui retransmettre via son accès au DMP ou via la messagerie de santé du patient. Et puis, ça permet aussi rapidement, à partir de l'INS, de consulter le dossier de l'EDMP. Hier, ça m'est arrivé un résultat de biologie d'un patient qui avait été demandé par un autre praticien, donc je ne suis pas destinataire. Avec l'INS, je suis allé sur le DMP du patient, j'ai pu récupérer la biologie, et cette biologie, elle s'est intégrée à mon dossier patient, dans l'intégralité. Ça m'a évité un coup de téléphone au laboratoire, de demander au laboratoire de me faxer le document, une fois qu'il est au cabinet, de demander à la secrétaire de le scanner, une fois qu'il est scanné, de l'intégrer dans le document. Et ça reste un document scanné, c'est pas des données sur lesquelles on peut travailler, faire des courbes, des analyses. Donc, effectivement, cette qualification, elle nous autorise avec sécurité d'améliorer et de compléter et d'améliorer la qualité du dossier médical et de faciliter les échanges. Et du coup, monsieur Temprement, pour la fin de ce cas d'usage avec le pharmacien. Monsieur Temprement? Alors, Allez-y, monsieur Demery, je pense qu'il y a une petite micro-coupure. Donc, effectivement, je peux envoyer l'ordonnance sur le DMP du patient et à la pharmacie, le pharmacien pourra éventuellement récupérer cette ordonnance. Je pense que c'est ça l'intervention de monsieur Temprement, avant qu'on puisse enfin faire des ordonnances totalement de la e-ordonnance, qui est une attente aussi. Hein, ça évitera les mésusages d'ordonnances falsifiées, etc. Donc, c'est aussi une amélioration du service rendu. Oui. Monsieur Temprement n'a plus de connexion Internet. Tout à fait, là il est déconnecté, donc je pense qu'il va se reconnecter. Du coup, on va poursuivre sur une autre information qu'on souhaitait vous délivrer sur le Data Matrix. Donc on va être très rapide là-dessus. Zoé, c'est à toi. Oui. Alors, comme l'a dit monsieur Demery, effectivement, lorsqu'on dépose des documents sur mon espace santé ou sur le DMP, là, vous concernant sur les prescriptions de radiologie et de biologie, vous allez pouvoir voir apparaître, si votre éditeur a fait le nécessaire concernant le paramétrage, une cartouche qui s'appelle le Data Matrix. Donc, on y retrouve l'ensemble des traits obligatoires cités plus précédemment, et on retrouve également un petit QR code qui permet au laboratoire ou au cabinet de radiologie, par exemple, s'ils sont équipés d'une douchette, de scanner directement et de récupérer toutes les informations sur leur logiciel métier. Voilà, ce qui fait gagner du temps, finalement. Merci Zoé. Donc là, nous avons fini avec cette partie 3. Alix, est-ce que nous avons des questions au niveau du chat aussi? On passe à la 4e partie. Oui, donc comment informer les patients sur l'enjeu de l'INS? Donc on l'a abordé tout à l'heure, il peut parfois y avoir de l'incompréhension de la part des patients. Donc il y a notamment un kit de communication sur l'INS qui est disponible sur le site de l'ANS, donc l'Agence numérique en santé. Et donc ce kit est composé d'affiches et d'un livret à destination des usagers. Donc ce sont des affiches que vous pouvez du coup exposer au sein de vos cabinets ou de vos structures et qui informent du coup de l'INS et des documents susceptibles de vous être demandés. Donc on vous a mis le lien et également donc un petit QR code qui vous permet d'accéder directement à ce kit. N'hésitez pas à nous remonter voilà certaines remarques par rapport à ce kit. Il peut toujours évoluer. Donc, on est preneur de vos retours d'expérience et éventuellement aussi des éléments de langage que vous seriez susceptible de partager auprès de confrères.
Monsieur Balbi, est-ce que vous pouvez du coup nous donner quelques éléments si le patient refuse, quelques éléments de langage à partager? Votre micro est coupé, Monsieur Balbi. Ou est-ce que l'un parmi vous souhaite du coup prendre le relais de Monsieur Balbi, qui a priori a aussi peut-être des petits problèmes de connexion? Oui, si vous voulez, je vais le faire. Donc, Allez-y, Madame Dufray. si vous avez des questions du patient sur l'INS, on vous propose de le rassurer en lui expliquant ce que c'est que l'INS, en lui expliquant que ça va permettre de lui créer une identité unique, permettant d'alimenter le DMP, d'échanger avec lui via la messagerie citoyenne de Mon Espace Santé, et nous permet à nos professionnels de santé d'enregistrer plus facilement les examens dans le bon dossier patient. Voilà, bien expliquer que ça peut éviter les doublons, ça va éviter de se tromper de patient, enfin, ce sont quand même des choses embêtantes au quotidien, et le rassurer sur le fait que c'est pas des données de santé qui vont se balader sur le net sans garde-fou, au contraire. Merci Madame Meffray. Alix, avant de passer à la partie 5, est-ce que nous avons des questions au travers du chat? Alors, on a une question donc, qui nous dit en résumé 2 QR codes, un pour l'ordonnance et un pour l'INS. Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question. Si c'est par rapport au QR code qu'on vous a montré sur la slide précédente, c'est un QR code qui est à votre disposition à vous, en fait, et qui vous permettra, si vous souhaitez repasser le replay en fait de notre webinaire, en fait avec votre téléphone, du coup vous pourrez scanner le QR code et accéder directement sur la page du site ANS. Ce QR code là n'a pas vocation à apparaître sur les documents de santé des patients. Voilà. Alors, on a aussi donc une autre question donc sur de potentiel piratage de Mon Espace Santé. Donc, est-ce que vous pouvez du coup nous rassurer en nous expliquant un petit peu la sécurité qui est mise en place sur Mon Espace Santé? Alors, je ne sais pas si on a quelqu'un de l'assurance, si Olivier est encore là. Oui, tout à fait. Alors effectivement, mais c'est un vrai sujet, la sécurisation en fait des données de santé. Donc Mon Espace Santé, donc ce sont des données de santé qui sont hébergées donc en France. Et comme en fait le dossier médical partagé qui existe depuis déjà donc plusieurs années, en fait ce sont bien des données totalement sécurisées de par le fait en fait que ce sont des serveurs et qui répondent à des exigences au niveau de la sécurité voilà optimale. Après effectivement c'est un vrai sujet au niveau des données de santé, et je comprends parfaitement parfois que ça puisse générer un tout petit peu d'anxiété soit de la part des professionnels de santé ou des assurés, mais on peut assurer effectivement que c'est vraiment très sécurisé. On a également une question. Donc, si le patient me dit qu'il s'agit d'un contrôle d'identité, je réponds quoi? Eh ben, il a raison, on n'a pas le droit de faire de contrôle d'identité, donc on peut lui suggérer de nous présenter sa carte, mais pas plus. On n'a pas le droit au contrôle d'identité. D'ailleurs, le Conseil national de l'ordre des médecins s'est exprimé sur ça en disant que le contrôle d'identité n'était pas autorisé aux professionnels de santé ni aux médecins. Donc on peut suggérer, vanter auprès du patient l'intérêt de cette vérification, mais c'est tout. Alix, est-ce que c'est bon au niveau des questions? Oui. Après, je me permets juste de rebondir là sur cette dernière. Enfin, finalement, si vous souhaitez qualifier l'INS, c'est aussi dans l'intérêt en fait du patient. Donc après, si le patient ne souhaite pas vous présenter ses documents d'identité, de fait, du coup, vous ne pourrez pas qualifier, si vous ne connaissez pas le patient en tout cas, vous ne pourrez pas qualifier l'INS. Et
Enfin voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Enfin, en soi, le patient reste libre de refuser la qualification de son INS. Et oui, effectivement, c'est tout. Ouais, alors, il faut savoir que on sait hein, que ça a un impact, les erreurs d'identité ont un impact en termes de santé qui est très important. Pour obtenir un gain par rapport à ces conséquences des erreurs d'identité, il faut qu'on aboutisse à peu près à plus de 90-95% d'identité qualifiée. Voilà. Si on est en dessous de ce seuil, on n'améliorera pas réellement, on diminuera pas réellement le risque. Donc c'est ça, quoi. L'enjeu est quand même assez complexe. Merci Monsieur Demoury. On va passer du coup à la dernière partie. Donc, les documents ressources sont mis à votre disposition. Oui, effectivement. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur l'INS, donc vous avez un référentiel qui est disponible sur isanté.gouv.fr. Vous avez également un diaporama de l'ANS qui est disponible sur le site. Et vous avez également une foire aux questions sur l'INS. Donc là encore, on vous a mis les liens, mais si vous souhaitez y accéder plus rapidement, vous pouvez avec votre téléphone portable scanner les QR codes et du coup, vous arrivez directement sur les documents évoqués ici. Donc, sur le site de l'ANS, vous avez également donc, un webinaire comment améliorer le taux de qualification des identités, donc, qui a été réalisé en début d'année 2024. Et vous avez également un kit de communication qui, là, est destiné aux professionnels, donc avec des affiches et un livret. Les contacts. Donc, si vous avez la moindre question, que vous voulez des informations complémentaires, donc vous pouvez nous contacter, donc Grade INEA Santé Numérique, et plus particulièrement donc Zoé Boudry que vous avez vue. Vous pouvez également nous contacter par le biais de identitovigilance@isanté-hdf.fr. Vous pouvez également me contacter, moi, Alix Michaud, qui suis référente sur les professionnels de santé libéraux. Et puis, vous pouvez également vous adresser donc, à l'URPS et donc plus précisément donc, à Stéphanie Cuissette, qui est responsable donc, du pôle numérique en santé. Merci Alix. Du coup, on a un petit questionnaire de satisfaction. Madame Lecourt. Oui, alors dans le questionnaire de satisfaction, donc si vous pouvez mettre vos réponses dans le chat. Est-ce que ce webinaire a répondu à vos attentes? Donc, vous répondez par oui ou par non. Et si vous pouvez nous préciser pourquoi. Ah, alors, c'est pas dans le chat, mais les commentaires, vous pouvez les mettre dans le chat. Tout à fait. Là, vous avez le petit encadré qui est apparu à l'écran. Donc, on vous laisse quelques secondes pour y répondre. Donc là, pour le coup, je ne vais pas vous donner la tendance, hein, puisque on souhaite avoir votre avis sur le webinaire. Ensuite, on va aller peut-être sur la deuxième question, Madame Lecourt. Oui. Alors, la deuxième question, c'est quel sujet souhaitez-vous que nous abordions lors d'un prochain webinaire? Donc là, vous allez pouvoir pour le coup, c'est dans le chat. Dans le chat. Et enfin, sur la troisième question, sur l'organisation du webinaire, est-ce que vous préférez la pause déjeuner ou alors en soirée? Donc, pause déjeuner 12h30, 13h30 ou en soirée comme nous l'avons fait. Et aussi, sur la durée, est-ce que vous trouvez que ce webinaire est trop long, trop court ou a une durée parfaite? Donc, on vous laisse vous remercions pour vos réponses. Sur le midi ou le soir, c'est pas possible de répondre les deux? Non, j'ai mis soit le midi, soit le soir. Effectivement, j'aurais pu mettre réponses multiples. On peut le mettre dans le chat. Tout à fait, mettez-le dans le chat.
En attendant, donc là, on arrive à la fin de notre webinaire. Alix, est-ce que nous avons des dernières questions qui arrivent sur le chat avant de conclure? Alors, on a une question, un retour d'expérience en tout cas, qui concerne plutôt l'usage du DMP, puisque du coup, c'est un médecin qui nous indique que les comptes rendus d'examen adressés à un établissement sont directement déposés par cet établissement dans le DMP du patient et qu'il s'agissait ça peut poser des problèmes en cas de diagnostic de cancer qui sont découverts du coup directement par le patient par le biais de son DMP avant la tenue de la consultation d'annonce. Alors, c'est pas complètement lié, du coup, si je peux me permettre, à l'INS en tant que tel. Donc, je ne sais pas si certains souhaitent répondre du coup aux médecins, mais en tout cas, alors je voudrais pas m'avancer trop, mais on a bien en tête de la nécessité du coup de la tenue de webinaires du même type que celui qu'on fait ce soir sur le DMP et les enjeux sur le DMP et l'impact éventuel sur mon espace santé. Donc, je ne sais pas si quelqu'un... Je préciserai, oui, effectivement, vous avez raison, sur l'alimentation d'un document dans le dossier médical partagé. Tout professionnel qui alimente un document dans le DMP peut éventuellement le rendre invisible au patient. Ça, c'est une possibilité. Et par contre, le rendre visible aux professionnels de santé. Voilà, sur les questions sur le chat, c'est tout. Ben, merci. Merci. Attendez, Monsieur Temprement, on avait une dernière question et c'était du coup par mail par rapport à la ROSP et le FAMI. Olivier, je vous laisse du coup y répondre. Oui, en fait, pour préciser une question qui avait été posée donc en amont du webinaire, concernant en fait l'impact de la qualification de l'INS sur les indicateurs du forfait structure dans le cadre de la ROSP pour les médecins et dans le cadre du FAMI, forfait d'aide à modélisation et informatisation pour les auxiliaires médicaux. Donc à proprement parler, il n'y a pas d'objectif d'usage du téléservice INSI, ni même de qualification de l'identité pour pouvoir prétendre aux rémunérations dans le cadre du forfait structure de la ROS pour les médecins, ni même dans le cas du FAMI. Néanmoins, la qualification d'INS, comme on l'a dit plusieurs fois, permet l'alimentation du dossier médical partagé, qui l'alimentation est un indicateur dans le cadre de la ROSP médecin. Merci Olivier. Je vous propose du coup de conclure, à moins qu'il y ait une dernière question au travers du chat. Et sinon, Monsieur Temprement, je vous laisse conclure. Alors, sur le chat, il y a encore une question du coup sur le DMP qui semble très orienté médecin et assez peu pour la chirurgie dentaire. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite répondre à cette question ou interrogation? Je pense en chirurgie dentaire, les chirurgiens les professionnels, les chirurgiens dentistes qui m'appellent, souvent c'est pour connaître les traitements que le patient suit. Effectivement, sur le DMP, les ordonnances sont sur le DMP, donc il peut obtenir les réponses à ces questions. On nous pose souvent des questions de savoir si le patient est sous anticoagulant, c'est pareil, c'est sur le DMP, donc je pense qu'il y a aussi beaucoup d'informations qui peuvent intéresser le chirurgien dentiste. J'ai pas bien compris la question. Bien. Écoutez, on a tenu le timing. Merci à tous les intervenants. Vous avez vu qu'il y avait vraiment une grosse interpro et que tout le monde était concerné en fait pour échanger ensemble avec ces outils numériques. Il y aura certainement d'autres outils. On communiquera auprès de vous et on a bien noté finalement vos attentes aussi par rapport à de futurs webinaires sur le numérique en santé. Écoutez, qualifiez bien les INS de tous vos patients au fur et à mesure et puis je vous souhaite une bonne soirée et à très vite pour de nouveaux webinaires. Au revoir à tous et merci. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Bonne soirée.